Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par ce décret D2016 PRG-SGG portant levée de suspension de cadre au ministère de la Communication. Le président de la République décrète, article 1er, est et demeure levée la suspension suivant décret D2015-203 PRG-SGG du 19 octobre 2015 de M. Ismaël Traoré, directeur national des services de diffusion, M. Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Koloma, M. Fodeta Silla, directeur de la télévision Koloma. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 27 février 2016. Professeur Alpha Condé. Restons à Sékou-Touréa, où le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement et présidente de la COP21. Ils ont parlé de l'ambitieux programme de la Guinée sur le développement durable. Il s'agit en effet pour les autorités guinéennes de léguer aux générations futures un environnement climatique des meilleurs. La synthèse de la rencontre avec Ibrahima Keïta. Ségolène Royal au palais Sékou-Touréa. La ministre de l'Environnement et de l'Énergie de la France est à Conakry pour la mise en œuvre des recommandations de la COP21. Au cours de cette audience, Ségolène Royal et professeur Alpha Condé ont échangé sur les résultats des travaux de la COP21 tenus à Paris et la mise en œuvre des recommandations issues des travaux. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la Guinée est disposée à jouer pleinement le rôle qui est le sien pour le développement des énergies durables, qui est la voie sûre pour minimiser les effets climatiques sur la planète. Ce qui explique d'ailleurs la présence de la présidente de la COP21 à Conakry. Ségolène Royal pense que le continent africain est la principale victime du changement climatique que le monde connaît depuis quelque temps. Pour elle, la Guinée a des potentialités qui, une fois valorisées, peuvent contribuer à la révolution énergétique que le continent a tant besoin. C'est un pays, je crois, tout à fait remarquable dans son engagement pour la conférence de Paris sur le climat. D'ailleurs, il suffit de voir lorsque nous survolons le pays, les mangroves qui sont restées, la verdure qui est restée. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est aussi en quelque sorte ici le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest, on disait à l'instant, donc avec un potentiel d'hydroélectricité très important et un engagement donc très fort que j'ai pu apprécier lors de la COP21. J'apporte aussi le salut amical du président français, qui est vraiment très reconnaissant au président et à l'ensemble des pays africains de s'être engagés pour la COP21, alors que l'Afrique est un continent qui subit très douloureusement le réchauffement climatique, notamment avec la désertification, et qui n'en est pas responsable. Initié par les chefs d'État à la faveur de la COP21, les énergies renouvelables se posent comme un passage obligé. Dès lors, il s'agit d'identifier les points d'appui en vue d'obtenir des résultats au plus vite. Cette tournée de la présidente de la COP21 est donc un espoir pour l'Afrique et le monde. L'initiative pour les énergies renouvelables qui a été décidée par les chefs d'État et de gouvernement africains avec le soutien de la France en particulier et le soutien de la COP21 nous oblige pour avoir des résultats. Et aujourd'hui où j'ai la responsabilité et l'honneur de présider la COP, la conférence des parties, je fais ces visites pour identifier les points d'appui qui vont permettre d'obtenir des résultats le plus rapidement possible pour que la population voit qu'après la COP21, des décisions concrètes sont prises et que les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité puissent accéder à l'électricité grâce aux énergies propres. Et donc c'est formidable parce que c'est un défi à relever, mais aussi une formidable chance. L'énergie pour tous en Afrique, tel est le combat du président de la République, professeur Alpha Condé. Dans cette démarche, la maîtrise des nouvelles technologies est une nécessité et le chef de l'État est confiant. D'abord, nous sommes des camarades de longue date de l'Internationale socialiste et tout le monde connaît son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes très contents qu'elle soit à la tête du COP21. Elle est venue ici pour que nous discutions de l'énergie renouvelable, que la Guinée a des grandes possibilités d'énergie hydraulique. Et vous savez que l'énergie hydraulique, non seulement c'est une énergie renouvelable, mais c'est la moins chère. Donc notre bataille aujourd'hui, c'est comment développer
l'énergie pour tous en Afrique. Parce que si nous avons l'énergie, comme j'ai dit à Davos, quand les gens s'inquiétaient de la situation en Chine, j'ai dit que c'est une chance pour l'Afrique. Parce que si nous avons l'énergie et la maîtrise des nouvelles technologies, l'Afrique va devenir l'usine du monde, parce que nous allons transformer nos matières premières en produits finis pour vendre sur l'Europe. Et deuxièmement aussi, l'Afrique peut être un grand marché, parce que l'Afrique de l'Ouest a aujourd'hui 300 millions d'habitants. En 2050, ce sera 600 millions, donc ce sera un grand marché. C'est pourquoi l'énergie est fondamentale, parce que l'énergie c'est à la base de tout développement. Cette audience atteste la volonté des deux pays de renforcer l'axe de coopération entre Paris et Conakry. En témoigne cette poignée de main. Déjà, la Guinée s'est engagée dans le développement de l'énergie verte à travers la réalisation de barrages hydroélectriques. Professeur Alpha Condé entend électrifier le pays car pour lui le développement est impossible sans énergie. C'est ce qui explique la réalisation future du barrage hydroélectrique de Souapiti à la suite de celui de Kaleta. Nabi Kamara revient sur ces deux grandes réalisations. Électrifier la Guinée, c'est sortir le pays de l'obscurité, mais aussi et surtout aider à son développement. Telle est la vision du professeur Alpha Condé depuis son accession à la magistrature suprême. Dans cette voie, il a réussi à offrir aux populations un barrage hydroélectrique de 240 MW. C'est Kaleta. Un autre plus important est en cours de réalisation. C'est celui de Souapiti qui aura une capacité de 515 MW. L'arrivée de cette centrale hydroélectrique améliorera l'alimentation de l'ensemble des villes du pays d'ici 2020. Souapiti est un projet de près d'un siècle. Le lancement de ces travaux, qui vont durer 58 mois, a été effectué par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le 22 décembre 2015. Parallèlement à Souapiti, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a d'autres projets de barrages hydroélectriques dans le pays. Les sites des futurs barrages sont dans les régions de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée. Le ministre de l'Énergie nous en dit plus. Cheikh Talibé Silla est au micro de Nabi Kamara. Après l'investiture du président, il nous a donné des instructions claires et précises, en nous rappelant toujours que l'énergie est sa priorité. Et son objectif principal, c'est d'électrifier toute la Guinée dans un temps record. Et nous nous sommes inscrits dans ce schéma-là. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres barrages à construire en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Si je prends en Haute-Guinée, nous avons Mourisananko pour 100 MW, nous avons Foumi pour 90 MW, mais avec Foumi, on va pouvoir irriguer 100 000 hectares du côté guinéen et 100 000 hectares également du côté malien. Et nous avons le couple Franconedou-Kobedou qui pourra nous donner aussi plus de 88 MW. Donc 188 MW plus Foumi, nous serons à plus de 200 MW. Mais en Guinée forestière, là aussi, nous avons Zébéla, les études sont terminées. On a Keno qui est en cours d'études, de finalisation des études. Alors, pour que toutes ces énergies-là soient collectées, transportées, il faudrait construire des lignes de transport et des lignes. Le ministère de l'Environnement, à travers le point focal du Fonds pour l'environnement mondial FEM, a récemment organisé un atelier de mobilisation des ressources. La rencontre a permis de faire des recommandations, notamment la mise en place d'un plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Compte rendu, Abraham Christophe Conté, Younous Atawel Kamara. Des différentes structures de l'environnement à prendre part à cet atelier. Il est question du lancement du processus de mobilisation des ressources STAR initié par le point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial en Guinée. Objectif, permettre au pays de procéder à une vaste campagne de consultation incluant les ministères et les autres parties prenantes. Le Fonds pour l'environnement mondial, qui est le mécanisme financier pour les projets en changement climatique, biodiversité, dégradation des terres, polluants organiques persistants sur le mercure et dernièrement sur la convention de Minamata,
accorde des subventions aux pays les moins avancés pour leur permettre de développer des projets pour la valorisation de l'environnement. Cette rencontre servira de cadre pour sensibiliser les personnes sur les objectifs du Fonds mondial pour l'environnement. Cet atelier est bienvenu parce que la Guinée, avant d'aller à la COP 21, a élaboré sa contribution prévue, déterminée nationalement, qu'on appelle CPDN. Dans cette contribution, nous avons fait des propositions concrètes d'ici 2030 qui identifient les activités que la Guinée pourrait faire pour réduire les effets du changement climatique afin de contenir l'élévation du niveau de la température au-dessous de 2 degrés. Cet atelier va attirer l'attention des organisateurs sur les progrès accomplis par le programme qui œuvre dans les 5 domaines d'intervention du FEM, que sont les 5 grandes conventions internationales. Les ressources du FEM, Fonds environnemental mondial, se reconstituent tous les 4 ans. Avec les nouvelles approches intégrées du FEM 6, cet atelier permettra de renforcer la capacité des acteurs pour soutenir l'idée des projets. Politique, la CENI était face à la presse ce samedi pour expliquer aux journalistes les plans opérationnels du chronogramme des élections locales. Objectif, mieux faire connaître ce chronogramme pour faciliter sa compréhension par les populations. Explication Makemedozo. La Commission électorale nationale indépendante présente le chronogramme des élections locales à la presse privée. Ce matin, tous les organes de la presse privée étaient représentés à cette rencontre. Au cours des échanges, la CENI demande la collaboration des journalistes pour mieux informer les populations sur l'organisation des élections communales et communautaires. Nous attendons des journalistes qui sont le 4e pouvoir de bien sensibiliser les citoyens sur les enjeux de ces élections qui ne sont pas du tout faciles compte tenu des nombreuses contraintes juridiques et administratives liées à l'élection des conseils communaux, des conseils régionaux et des conseils de districts et quartiers. Donc nous attendons beaucoup de la presse pour une grande sensibilisation des électeurs. Plusieurs thèmes vont être détaillés aux participants dans le cadre des préparatifs de ces élections. Nous allons donc parler, comme je l'ai dit, sur le cadre administratif de toutes les élections dites locales, qu'il s'agisse d'élections de communes, d'élections de quartiers, d'élections de districts, d'élections du conseil régional. Quel est le cadre administratif? Quelles sont les réglementations qui sont en place aujourd'hui pour ces élections? Quel est le cadre juridique? Quelles sont les lois? Quelles sont les conduites? Quelles sont les procédures qui sont en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à mettre en place? Nous allons aussi partager sur la projection de l'organisation de ces élections-là. Comment la CENI tient à les organiser. Nous allons partager là-dessus. Au sortir du comité de suivi hier, les partis politiques sont aujourd'hui appropriés par le chronogramme lui-même et ils vont apporter leur analyse, leur contribution. Et la CENI en prendra acte et elle finira par construire un chronogramme qui tient à partir du projet qui a été sorti de l'atelier de Kinwal. Cette rencontre permettra aux journalistes d'avoir d'amples informations sur le choix du mois d'octobre pour l'organisation des élections locales. Les acteurs politiques à l'école du NDI, par cette formation, le National Democratic Institute, entend vulgariser les normes de bonne conduite. L'initiative devra renforcer les capacités des acteurs politiques en vue d'une élection réussie. Les précisions avec Jenny Assali. Le NDI poursuit son appui au renforcement de la démocratie en Guinée. L'institution a récemment réuni les acteurs politiques et de la société civile autour des normes et conduites à observer pour la bonne tenue des prochaines élections en Guinée. Ces recommandations seront
envoyer formellement aux différents acteurs souplis pour que nous soyons sûrs qu'il y a une bonne appropriation de ces recommandations. Bien entendu, l'objectif premier, c'est le renforcement du processus démocratique et à moyen terme, c'est de faire en sorte que les prochaines élections locales se déroulent bien mieux que ce que nous avons connu lors de l'élection présidentielle de l'année dernière. Les acteurs de la société civile s'engagent à appliquer les enseignements reçus au cours de cette rencontre pour décrisper le climat électoral. Nous attendons de cette rencontre que nos recommandations soient très bien entendues par les acteurs politiques, mais aussi par le gouvernement, la commission électorale et les partenaires au développement, pour que les mesures d'accompagnement du processus électoral se mettent en place dans les meilleurs délais. Apporter des financements, c'est important. Il faut les mettre en place à temps et il faut prévoir des actions de renforcement des capacités pour que, entre deux élections, que la société civile mette en application son expertise. NDI, National Democratic Institute, est l'un des partenaires techniques de la Guinée dans la moralisation du processus électoral. L'institution n'entend pas baisser les bras dans son combat pour l'instauration d'un code de bonne conduite dans le processus électoral au sein des partis politiques. Une réunion de travail s'est tenue entre la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel privé et les fondateurs des instituts privés. Les débats ont porté sur les recommandations pour un cadre idéal d'organisation des examens en 2016. On fait le point avec Ousmane Ba. Cette rencontre mobilise des responsables de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, ceux du service examen et concours scolaires privés, des fondateurs des écoles techniques et professionnelles, des enseignants et des étudiants. Entre autres points à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission de travail sur les dénominations des filières de formation, le dépôt des listes de candidats à la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel privé pour leur acheminement au service examen. Nous avons recommandé aux écoles d'abord de mettre la liste des candidats sur CD en Excel et en brochure et par option. Deuxièmement, nous avons demandé aux écoles de ne plus envoyer des sujets saisis au niveau des machines, des ordinateurs. Le sujet est confidentiel, écrit par le professeur avec le BIC, fermé et envoyé au service examen directement sans passer par personne interposée. Pour un bon déroulement des examens, désormais, le choix des surveillants et la gestion des centres d'examen doivent faire l'objet d'une étude. La formation technique et professionnelle est un outil majeur pour le développement de la Guinée. Quand on est responsable d'un secteur aussi important que l'enseignement technique et professionnel privé, il est nécessaire chaque année qu'on se retrouve, qu'on essaie de discuter et réajuster le tir pour nous permettre de mettre sur le marché de l'emploi des produits de qualité, pouvoir rendre honneur à cet ordre d'enseignement. Un courrier qui contient toutes ces recommandations sera distribué à l'ensemble des établissements concernés. Le 20 juin 2016 est la date retenue pour le démarrage des examens. À Fourikaria, l'intervention de l'ONG Sauver les enfants laisse des impacts positifs. L'Institut s'est notamment illustré dans la lutte contre Ebola dans la préfecture. Plusieurs villages et districts de la localité ont bénéficié de cet apport. Reportage Bernard Tanguino. Dans la préfecture de Fourikaria, plusieurs organisations ont fait vent debout dans la riposte à l'épidémie Ebola. Parmi ces structures engagées dans la lutte figure l'ONG Save the Children. L'institution s'est surtout impliquée dans la mobilisation communautaire contre la maladie. Stratégie basée sur la formation des mobilisateurs sociaux, appelés MOZO, choisis au sein des populations locales. Nous avions travaillé sur les mesures d'hygiène de base, sur les messages qu'on devrait vraiment adresser à cette communauté afin vraiment de lutter contre cette maladie. Dans le village de Maéré, la stratégie des MOZO a vite fait ses preuves dans la lutte contre la maladie. Au plus fort de la crise, les opérations de sensibilisation porte à porte ont permis de briser les résistances dans le village. Depuis que nous avons fini
Depuis qu'on a été formés comme MOZO, nous avons veillé à ce que tous les malades soient déclarés aux agents de santé. Nous avons conseillé à procéder aux enterrements sécurisés par la Croix-Rouge. Après la déclaration de la fin de l'épidémie dans le pays, une délégation de Save the Children est accueillie avec enthousiasme dans la communauté. Signe de reconnaissance aux efforts déployés ici par l'ONG. Nous sommes satisfaits de la sensibilisation faite par cette ONG. Cela nous a permis de combattre la maladie. Cette retrouvaille est mise à profit par l'ONG pour renouveler les appels à la vigilance sanitaire. Certes, Ebola est parti, mais les communautés s'engagent à poursuivre l'application des pratiques hygiéniques et sanitaires pour prévenir désormais toute autre épidémie. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie poursuit ses visites de terrain. Pour la présente sortie, Thierno Ousmane Diallo a fait des remarques par rapport à la non-valorisation des œuvres d'art guinéens de par leur présence significative et surtout la qualité des services. Reportage Mohamed Seyar Souma. Dans les 4 hôtels visités, le ministre Thierno Ousmane Diallo exige les spécialités guinéennes. Gérée pour la plupart par des partenaires étrangers, cette remarque est la bienvenue. Elle tient compte de la culture et de l'artisanat local. On espère surtout que, voilà, qu'avec l'arrivée du nouveau ministre, qu'on puisse, surtout pour la Guinée et pour le développement du tourisme ici en Guinée, qu'il puisse déjà commencer à aller vers l'avant également. Et surtout que les hôtels puissent être accompagnés par rapport à tous les atouts que la Guinée est là. Nous sommes très heureux de recevoir le ministre chez nous pour qu'il puisse voir ce que nous faisons et qu'il voie que nous sommes prêts à recevoir des autres étrangers ou locaux et que nous travaillons vraiment pour honorer le pays. Cette visite édifie le cabinet du ministère de l'Hôtellerie sur le fonctionnement des différents sites. Hormis les travaux d'extension à certains niveaux, les visiteurs jettent le regard sur la qualité des services. Nous sommes très satisfaits du fait que ces hôtels fonctionnent et qu'il y a une capacité d'accueil qui s'est accrue. S'il y a des retouches à faire, c'est peut-être au point de vue service. Ça sous-entend un autre problème gordien, la formation de la ressource humaine. C'est la 2e tournée du cabinet du ministère de l'Hôtellerie depuis le début de l'année. La première au mois de janvier était consacrée à l'état des lieux des hôtels en construction. Une mission parlementaire était sur le terrain pour évaluer l'impact de la loi de la programmation militaire. Une loi votée en 2015, la région militaire de Kindia a constitué la première étape. Reportage Robert Siditolo. Dans la dynamique de sa tournée de prise de contact dans les différentes garnisons militaires du pays, le Parlement guinéen, à travers sa commission défense et sécurité, est dans la région militaire de Kindia. Ici, les parlementaires sont venus toucher du doigt les réalités, mais surtout évaluer le niveau d'application de la loi de programmation militaire votée par l'Assemblée nationale en 2015. On ne s'est pas limité au Parlement. On ne s'est pas limité à ce qu'on nous raconte là-bas. Nous avons décidé de venir auprès de vous, d'être à vos chevets pour connaître votre fonctionnement, votre organisation, vos problèmes, pour qu'on puisse ensemble les surmonter. Autre chose évoquée par les élus du peuple dans la cité des Agrumes, les relations civilo-militaires. Sur cette question, les citoyens apprécient la bonne collaboration avec les hommes en uniforme. À Kindia, nous sentons vraiment les avantages de la réforme. Aujourd'hui, il y a de très bonnes relations entre les civils et les militaires à Kindia. Donc c'est vrai que par rapport aux périodes sombres de notre histoire, aujourd'hui, il y a une forte amélioration quand même. Et vraiment, on peut dire que les réformes, nous prions que ces réformes continuent au bénéfice de nos populations. À la fin, les parlementaires ont visité le bataillon spécial des commandos en attente de Samouria pour porter le même message qui consiste à préserver les acquis de la République tout en privilégiant la paix et la bonne cohabitation. Commémoration de la journée des défenseurs de la patrie en différé à l'ambassade de la Russie en Guinée. Elle est célébrée le 23 février de chaque année depuis 1922. Cette journée rend hommage aux militaires en Russie. Fatima Diallo était parmi les invités.
Cette fête commémore la 94e année de la création de l'armée rouge. Elle rend hommage aux soldats et aux anciens combattants de l'armée et de la marine russe. Depuis 5 ans, cette fête est devenue la fête des défenseurs de la patrie. La Russie, en tant que continuatrice de l'Union soviétique, avait maintenu cette fête de nos militaires et du personnel civil de nos forces armées, de ceux qui gardent la vie pacifique de nos citoyens, la sécurité de notre patrie. Et j'espère toujours à l'élargissement de notre coopération militaire entre la Guinée et la Russie, dans tous les domaines, technique, formation, équipement, et l'aide à votre bataillon à Kidal. La Guinée et la Russie entretiennent des relations nouées au lendemain de l'indépendance. Ces relations sont surtout perceptibles au plan militaire et technique. Aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif des cadres de l'armée guinéenne, plus de 60% des cadres sont formés en Union soviétique. Et plus de 70% aussi de l'armement de la Guinée est d'origine russe. Donc ça veut dire que vraiment les relations entre nos deux pays sont des relations excellentes et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait mon cours d'école d'aviation en Russie. J'ai eu un stage de transformation des MiG-21 bis sur les hélicoptères de combat, les Mi-24, en tant qu'ingénieur en équipement avionique, radioélectricité. La coopération russe est restée aussi un allié de la Guinée dans la lutte contre Ebola. Pour saluer ses efforts, le diplomate russe a décerné des satisfecit aux représentants de la compagnie Russal. La traditionnelle danse russe a permis aux nombreux invités de vivre au rythme de la culture de ce pays ami. La Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux a tenu son congrès électif ce samedi à Conakry. Un bureau de 17 membres a été élu. Il a pour mission de veiller sur les actions de la dite fédération et d'œuvrer à sa promotion. Reportage Abraham Christophe Conté, Mohamed Alpha Baldé. Le nouveau bureau de la Fédération guinéenne de karaté, arts martiaux affinitaires. Ce nouveau bureau entend développer et animer à l'échelle nationale le karaté et les disciplines affiliées. Ce matin, il est validé par les membres du Comité national olympique. La gouvernance est là et ils ont tenu compte du genre. Et nous avons vu que les femmes ont été représentées au sein du bureau et nous avons vu qu'effectivement, le bureau qui est là est l'expression de toute l'Assemblée. Et vous savez, l'instance suprême de la fédération qui est l'Assemblée générale a eu à respecter toutes les règles et pour mettre sur pied cette fédération. Alors en conséquence, vraiment nous avons salué, nous avons reconnu ce bureau et nous sommes satisfaits sur tous les plans. Ce nouveau bureau dit de la nouvelle génération compte multiplier les efforts en vue de gagner le pari d'une bonne organisation des échéances à venir. Pour le nouveau président, les défis à relever sont nombreux. L'ambition est la nouvelle politique de cette équipe. Bien sûr, c'est vrai, c'est difficile, les contextes sont difficiles. Mais qu'à cela nous tienne, nous avons déjà un calendrier fédéral déjà établi contre saison 2016. Et cela, il va forcément de championnat national, de la coupe nationale et de la participation au championnat d'Afrique, championnat de la zone 2 et du championnat du monde. Et nous allons nous investir avec nos moyens et nos relations pour que, à la limite, ce calendrier soit exécuté au moins à 80-85%. Au nombre de 17, ces nouveaux membres de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux entendent œuvrer pour une meilleure valorisation de ce sport qui est l'un des plus pratiqués du pays derrière le football avec plus de 17 000 athlètes enregistrés. Je peux, nous pouvons, c'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, l'Association guinéenne de lutte contre la maladie a organisé un marathon. Il s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de l'exercice physique dans la prévention contre le cancer. Une manière de réduire le taux de mortalité lié à la pathologie. Reportage Adiatou Bari.
La pratique de l'exercice physique est l'une des mesures préventives du cancer. L'Association guinéenne de lutte contre le cancer prend le devant avec ce marathon. Sur une distance de 3 km, les marathoniens ont démontré leur engagement. La dynamique a consisté à attirer l'attention des populations sur la nécessité de la pratique du sport pour la santé. La maladie n'est pas une personne. Toutes les classes sociales et tous les âges sont concernés. Le manque d'activité physique régulière est en partie responsable de la genèse des différents types de cancers. Le cancer représente un fardeau, un poids pour la santé publique. C'est pour aussi dire que nous sommes là pour lutter contre le cancer. L'obésité est l'une des causes des différentes formes de cancer. Elle favorise l'excès de graisse dans l'organisme. Cet état de fait contribue à accroître le taux des cas cancéreux. Déjà, près de 6 000 cas sont dépistés chaque année en Guinée, soit 4 000 décès enregistrés, d'où l'engagement des autorités. Il est temps qu'avec le gouvernement, on voit comment des subventions peuvent être accordées, ne serait-ce qu'aux médicaments qu'on utilise dans la lutte contre le cancer. Nous sommes disposés à soulager au maximum les malades qui viennent vers les structures sanitaires. Depuis 2013, l'Association guinéenne de lutte contre le cancer s'investit dans le combat contre la maladie. Ceci par le dépistage et la prise en charge gratuite des personnes cancéreuses. Dans les prochains jours, l'association compte élargir son appui par la mise à disposition de 10 appareils de mammographie. Avant de refermer cette édition, je reviens sur ce décret D2016 PRG-SGG portant levée de suspension de cadre au ministère de la Communication. Le président de la République décrète, article 1er, est et demeure levée la suspension suivant décret D 2015-203 PRG-SGG du 19 octobre 2015 de M. Ismaël Traoré, directeur national des services de diffusion, M. Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Koloma, M. Fodeta Silla, directeur de la télévision nationale Koloma. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 février 2016, professeur Alpha Condé. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de l'interview du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique sur le programme d'électrification de la Guinée tel que prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.